À votre service. À votre service. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Éducation, santé, justice et loi, sur des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réuni sur une même enseigne. À votre service. C'est tout simplement notre métier. Bonjour à vous, Sabah al-Khair, Azoul Filaoui, marhaba bikoum. Bienvenue dans votre espace. Encore un jour et les lycéens finiront leurs examens et les parents pourront souffler. Après, il faudra trouver comment les occuper tout le long de l'été. Pas facile d'être parent, vous avez du pain sur la planche. 10h05. Alors pour ce mercredi 14 juin 2023, il sera question d'architecture. Alors paraît-il ainsi, durant les 6000 premières années du monde, l'architecture a été la grande écriture du genre humain. Eh bien, ça sera le thème d'aujourd'hui avec nos deux invités qui nous font le plaisir de venir partager avec nous cette petite heure pour revenir sur cette journée d'études sur la qualité architecturale du projet urbain à la production architecturale. Ça vous paraît un peu technique, mais vous allez voir. On va essayer avec monsieur Akli Amrouche, évidemment architecte, urbaniste et producteur de cette belle revue Vie des villes, reviendra sur cette journée avec notre deuxième invité. Il a été primé en 2012 et bien d'autres, Lounès Messaoudi, architecte. Bonjour messieurs, merci d'être en direct avec nous. Bonjour. Merci pour votre invitation. Merci. Monsieur Lounès Messaoudi, architecte, prix national d'architecture reçu en 2012 et il y en a eu aussi un autre dernièrement. Bonjour monsieur Lounès Messaoudi. Bonjour. Prix arabe. Oui, c'était le prix des Arab Architect Awards. Oui, c'était en 2019. En 2022. En 2022, voilà, c'est tout récent. Et donc ce prix constituait à quoi ? Pourquoi vous l'avez eu ? Ce prix, en fait, c'est un concours donc international qui est lancé sur les 22 pays arabes pour pouvoir sélectionner des projets dans 6 catégories. Donc nous, on a été retenus dans la catégorie des maisons individuelles. Donc cette maison, du reste, a été ensuite publiée par un site international qui s'appelle Archideli, que les architectes connaissent, et proposée également pour le concours international de la meilleure maison. Et je voudrais juste rappeler que cette maison ne fait guère que 100 mètres carrés et que la maison qui a eu le prix international de ce site Archideli ne fait que 50 mètres carrés. Donc la taille n'a strictement rien à voir avec la qualité. Ah oui, ça je vous partage, j'imagine. Oui, Akli Amrouche, merci d'être en direct avec nous. Merci. Voilà, l'invitation. Oui. Et cette journée que vous avez organisée, évidemment, alors qu'une journée d'études sur la qualité architecturale du projet urbain à la production architecturale. Alors c'était toute une journée, beaucoup de communication intéressante. Est-ce qu'il y a eu des conclusions
Est-ce que vous êtes arrivé à avoir une feuille de route pour essayer de nous faire évidemment vivre cette architecture, surtout celle réparatrice, où vous allez essayer de nous donner la plus belle image de notre ville? Oui, il y a eu des réflexions. Cette journée a été organisée par l'Association algérienne des architectes. L'association, voilà, c'est ça. Et donc c'était toute une journée avec de brillants communicateurs qui ont parlé d'urbanisme, d'architecture. Il y a eu bien entendu pas mal d'idées qui ont été débattues pendant toute la journée. Et en fait, il en faut plein de séminaires comme ça, oui, pour arriver à cette problématique que vous posez. On peut peut-être commencer par faire l'état des lieux, Akli. Oui, en fait, l'état des lieux a été fait à maintes reprises. Bien sûr, ici d'ailleurs dans mon émission, à chaque fois vous venez. La revue Ville de Ville, elle date de presque 18-20 ans, je sais plus, je compte plus les années. Et c'est vrai que ça a été notre cheval de bataille depuis le début, de parler justement d'urbanisme et d'architecture. Il faut savoir que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Si on a une mauvaise planification urbaine, il faut pas s'étonner d'avoir à la fin des bouts de ville cohérents et faciles à vivre pour les citoyens. Des cadres de vie qui répondent un peu à leurs aspirations. Et donc le séminaire a bien sûr mis le doigt sur cet aspect urbain extrêmement important. Aujourd'hui, il y a le texte de loi sur l'urbanisme qui date des années 90. Préparation. Une nouvelle loi qui est en préparation. Non, oui, actuellement, on travaille toujours avec la loi de 1990, donc la fameuse 90-29 qui réglemente un peu les instruments d'urbanisme et qui décrit un peu c'est quoi ces instruments. Donc c'était dans un contexte assez particulier d'ouverture économique. Malheureusement, ces instruments ont été, je pense, très mal appréciés. En tout cas, la philosophie de ces instruments qui voulaient une ouverture économique et urbaine, enfin en matière d'investissement dans les villes, n'a pas été suivi de réalisation concluante. Aujourd'hui, il y a de nouveaux textes, donc il y a une refonte totale de ces textes de loi. Donc, pratiquement, on passe d'une loi qui fait quelques pages à une loi qu'on a vu un avant-projet de plus de 100 pages, très exhaustif, qui introduit énormément de concepts nouveaux qui sont d'actualité au fait. Et qui vont, je pense, permettre une évolution, en tout cas, de cet urbanisme qu'on est en train de rechercher. D'accord, on cherche un urbanisme, mais en même temps, on cherche un article que vous avez publié, Monsieur Lounès, une architecture qui devient la chirurgie réparatrice. Donc, est-ce que on partirait vers ça? L'architecture, comme on l'a effectivement communiqué dans le texte qu'on a partagé sur notre site internet Atelier Msaadé, aujourd'hui, on doit passer de la parole aux actes. Oui. Parce que un beau discours, le constat a été fait. Un beau discours. Si on explique un projet qui n'est pas à la hauteur avec un beau discours, lorsque le projet est construit et le discours est plus là, il reste plus que le projet raté, qui est là en fait. Donc il faut passer aux actes. Il faut passer aux actes. Oui. Et la qualité, pour y arriver, on y arrive par la formation. C'est l'essentiel pour pouvoir aujourd'hui, au lieu de former des architectes qui savent un peu sur beaucoup de domaines, il faut qu'on ait la possibilité à donner à ces jeunes étudiants en architecture de pouvoir savoir beaucoup de choses sur un domaine précis. Par exemple, on a besoin de paysagistes,
on a besoin d'architectes qui s'occupent d'architecture d'intérieur et du design. Mais avant d'arriver à ça, moi je dirais, c'est celle de l'extérieur, nos façades. Je sais pas si on... c'est parfois hideux, on passe dans certains quartiers... La chirurgie réparatrice, du reste, le projet pour lequel on a eu le prix national d'architecture qui a été publié par la revue Vie de Ville, on a eu le prix national d'architecture pour un projet en fait dont la bâtisse existait. Oui. Donc il est possible de faire de l'architecture. Alors justement, est-ce qu'on importe les conditions. Alors expliquez-nous la faisabilité des choses, parce qu'on a l'impression que c'est quand même difficile. Est-ce qu'on pourrait, Akli ou y arriver? Alors. Et comment procéder? Je veux dire, par quelle étape? Alors, l'ampleur des catastrophes, on va dire, dans ces quartiers principalement informels, c'est des quartiers pratiquement informels qui respectent pas les normes et les règlements généraux d'urbanisme. C'est des quartiers très denses où tout le monde construit pratiquement sur toute la parcelle, donc il n'y a pas de coefficient d'emprise au sol n'est pas respecté, il n'y a pas de jardin, il n'y a pas de terrasse plantée. Il y a des balcons qu'on transforme encore en cuisine ou à quelques... Il y a une détresse en tout cas dans ces quartiers parce qu'il y a une détresse urbanistique parce que les espaces publics sont souvent mal dessinés. Ou inexistants, je dirais, à Cléamrouche, oui. Exactement. Il y a des choses à rattraper. Je veux dire, est-ce que c'est maison par maison, ça va être laborieux. Moi, je pense que, et c'est ce que je défends depuis très longtemps, c'est de prendre carrément des quartiers entiers de ce type de logement couleur brique rouge avec des aciers en attente et des pneus en terrasse. Essayer de prendre des quartiers entiers et les confier éventuellement à des urbanistes, à des équipes pluridisciplinaires, pas seulement des architectes, parce que faire de l'urbanisme aussi, ça demande d'autres métiers, d'autres spécialités. Et essayer de travailler avec les habitants. C'est qu'il faut qu'il y ait un travail inclusif. Les autorités, les habitants, peut-être les associations les plus actives, et essayer de faire naître des projets avec ces gens-là, avec ces habitants. Je pense que c'est un moyen de les mobiliser d'ailleurs sur leur cadre de vie. Vous allez voir, les choses vont évoluer et je pense qu'ils vont évoluer dans le bon sens. Il suffit d'avoir justement cette prospérité économique. Les gens vont vouloir en tout cas habiter dans des lieux décents, dans des lieux agréables pour leurs enfants. Et on commencerait par quoi, selon vous, en tant qu'architecte urbaniste, Monsieur Cléamrouche, le plus urgent ou Monsieur Lounès? Moi, la grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a très très peu de données sur ces quartiers, l'intérieur de ces quartiers, comment sont vécus ces quartiers. Et donc il y a un travail de terrain à mener déjà, des analyses à faire et puis essayer de justement projeter des projets, imaginer des projets d'espace public, d'espace commun, essayer de justement réécrire l'architecture, puisque on a la chance que ces habitations sont inachevées. Donc quand on dit inachevé, ça veut dire qu'il y a encore une chance de les achever correctement. Et donc si on confie ça à un groupe de professionnels, je pense que les solutions pourront exister et pourront se mettre en place très rapidement et à moindre coût. Mais si c'était moindre coût. Donc si on n'achève pas une construction, c'est parce qu'on n'a pas eu les moyens de l'achever. La plupart du temps, Monsieur Lounès, Monsieur Dialesi. Alors sur cette problématique, nous on est intervenu sur près d'une quinzaine ou une vingtaine de projets depuis une dizaine d'années. Donc on connaît le sujet. Simplement, ça n'est pas une intervention sur un quartier complet. C'est des communes entières. C'est maison par maison. Donc et ces projets-là sont aussi consultable et pourquoi sur notre site internet, parce que les étudiants travaillent dessus. Aujourd'hui, la prise de conscience, elle existe, elle y est mais comment passer à une autre vitesse et à l'action? Mais cette prise de conscience doit également être réelle chez nos décideurs. Lorsqu'on a une décision de lancer des consultations pour des concours d'architecture, par exemple, de ne pas donner le temps suffisant pour les études, on ne peut pas obtenir de la qualité si on ne laisse pas le temps pour que les choses se fassent. On ne peut pas obtenir de la qualité si on n'a pas un jury de compétences reconnues. Ça n'est pas possible. La compétence en architecture, ça s'acquiert avec le temps. Avec l'expérience et le temps, bien sûr. Exactement. Ça, c'est un métier qui est énergivore en temps. Donc,
pour revenir en fait aux constructions qui sont inachevées, c'est vraiment une intervention sur le terrain pour que le citoyen puisse se rendre compte, pour ensuite comprendre et accepter qu'il faut le faire à une échelle plus large. Est-ce que c'est parce que c'est coûteux qu'on n'achève pas ces constructions? Est-ce que vous avez une réponse? Parce que c'est des quartiers et des quartiers, hein. Vous avez. La période précédente, il y a eu tellement de, comment dire, des problèmes économiques. Les gens investissaient bien sûr de manière. C'est un peu aussi la peur au fait du fait de ne pas avoir son permis de construire. On n'a pas le permis de construire parce qu'on n'a pas la propriété du terrain et donc on construit. Peut-être que le terrain ne repend pas aux normes. La sauvette, donc, voilà, à la sauvette. On construit à la sauvette et donc on veut pas achever. Il faut jusqu'à trouver le moyen de régulariser sa parcelle et son bâtiment. Donc il y a beaucoup de raisons en fait qui font que les choses restent comme ça. Latentes. Moi je pense que cette problématique en tout cas a été abordée dans le texte de la nouvelle loi. Et je pense que ça pourrait être réglé si on arrive à séparer la propriété du sol, qui souvent est du domaine public, et la propriété de la construction. Et puis l'État pourra avoir ce pouvoir de négocier l'achèvement de ces bâtisses avec les propriétaires des bâtiments, pas du sol. Donc on peut marchander, trouver des façons de peut-être marchander pour essayer d'inciter les gens à finaliser leur construction et la finaliser en fonction des études qu'on leur donne. Pourquoi je parle d'études à chaque fois, d'études urbaines? Je pense que malheureusement, depuis très longtemps maintenant, on a perdu ce réflexe en tout cas les pouvoirs publics, ils ont perdu le réflexe de lancer des consultations, des concours d'idées. C'est qu'on lance que des concours, on lance que des concours, des appels d'offres pour réaliser des choses, pas de concours pour échanger, pour essayer. Alors que les problématiques sont extrêmement nombreuses, et je parle pas juste des quartiers informels. Je peux vous parler aussi des nouveaux quartiers d'habitat qui ont des insuffisances aujourd'hui, des handicaps qu'il faut rattraper. Et comment on pourra bien sûr rattraper voilà, c'était ma question. Est-ce que c'est vraiment possible? Oui, bien sûr, mais ça demande du temps et des réflexions poussées. Le pays voisin, la Tunisie. Vous avez remarqué, vous allez dans n'importe quelle ruelle, je veux dire, tout est uniforme, hein, la couleur de la peinture, la porte, entre bleu et blanc. Mais au-delà de ça, allez-y, monsieur Ounes Saoudi. Voilà. Au-delà de ça, ce qu'il faut chercher, c'est une harmonie globale. L'uniformisation, c'est ça. C'est pas les scouts. Hein. Oui, tout à fait, mais juste l'harmonie globale, mais cette harmonie globale. Est-ce qu'on y arriverait? Parce que ça ferait quand même visuellement, c'est pour nous habitants, ça nous fera du bien. On a vu des expériences très concluantes qui ont donné des résultats dans des pays voisins en utilisant ce qu'on est en train de dire, je veux dire travailler sur terrain, travailler avec les populations, avec les associations les plus actives, monter avec eux des projets. Les communes doivent s'impliquer, la wilaya, les élus ils sont en premier plan. Ils sont en premier plan et donc c'est à eux d'être des capitaines d'équipe pour agir au niveau de ces quartiers. Et voilà, donc ils sont gagnants sur toute la ligne. On doit sentir en fait qu'il y a une vraie exigence de qualité. Dans les cahiers des charges, c'est rare où on parle de ça. Et déjà, si on est très exigeant en qualité, on obtiendra une qualité en deçà. Alors si on essaye de mettre la barre un peu haute, et puis après il faudrait que la qualité devienne une norme un jour. Et pas un amateurisme. Et pour vous, la qualité est basée sur la formation. Mais c'est absolument essentiel. Et apprendre aux gens, effectivement, à travailler. Comme je l'ai dit tout à l'heure au début, les architectes savent un peu de chaque domaine. Peu de choses sur beaucoup de domaines très divers. Pourtant, ils font 5 ans d'études. Oui, mais vous savez, l'architecture touche à tout. Hein. 18 mois ça touche à tout. Et c'est tellement important parce que ça touche à la vie quotidienne des gens. Vous savez, quand un hôpital est mal conçu, c'est le médecin qui est mal à l'aise, et le patient qui est mal à l'aise. Une maison, c'est la même chose. Une maison sur laquelle aujourd'hui il n'y a pas de soleil qui pénètre parce qu'on n'a pas fait l'étude en amont de savoir est-ce que il y a un nord-sud,
l'installation. Oui, il y a toutes tous ces les questions. programmes possibles pour pouvoir vérifier même la luminosité de chaque espace avant même de construire. Donc pourquoi nous ne le faisons pas? Parce qu'il y a peut-être une précipitation. Il y a on sait très bien qu'on construit dans l'urgence et qu'on essaye de résorber cette crise du logement. Ouais, maintenant, il y a le problème parce que les parents construisent et puis les enfants ne veulent pas vivre dans ces espaces. Tout à fait, ils construisent 3-4 étages et après ils viennent pas. Et là-dessus, donc il faut y réfléchir. Ça, c'est dans des. Il y a un aspect économique important. Je veux dire, même si on travaille les extérieurs, donc les façades, même si on fait de l'espace public, on améliore la qualité de l'espace public, de l'écriture architecturale. Moi, je pense qu'il y a aussi une économie qui va tourner, puisque les gens vont pas se limiter à la façade, ils vont vouloir le confort à l'intérieur de leur maison. Ils vont économiser. Donc l'épargne peut-être qu'il va augmenter pour essayer de justement faire que le secteur du bâtiment aussi soit relancé. C'est-à-dire que il y a une dynamique à lancer là-dessus qui est très intéressante pour tout le monde. Et tout le monde est gagnant dans cette histoire. Mais en tout cas, ça prendrait du temps, je dirais. Non, ah oui. Je veux dire. Alors, le constat, il faut d'abord le vouloir. Je pense que Lounès parlait de cahier de charge. Au fait, moi je dirais que ces cahiers de charge doivent faire avant l'objet de concours, de concours d'idées. C'est quelles questions qu'on doit se poser, quels problèmes on doit solutionner. Moi, je pense qu'il y a assez d'experts qui savent réellement où se situent les difficultés pour pouvoir y remédier. C'est-à-dire qu'il faut d'abord comprendre les problématiques qui se posent à nous aujourd'hui pour pouvoir y apporter les réponses qu'il faut. Alors, vous avez pu apporter cette réponse au niveau de cette journée où vous avez parlé donc de la qualité architecturale. Ouais. Il y a eu des réponses, des propositions. Bien sûr qu'il y a eu plein de propositions. Oui, réalisables, c'est pas de l'utopie. Tout à fait réalisable. Oui. On fait pas de l'utopie dans ce qu'on fait. En fait, on est très terre à terre. Quand on voit la situation, on est peut-être ambitieux. On est peut-être ambitieux. Et je pense que c'est ce qui manque un peu à nos responsables politiques. De l'ambition. Il faut de l'ambition. Il faut pas se limiter à des petits projets étriqués. Il faut aussi avoir les moyens de ses ambitions, dit-on, à Cléambroche, en tant qu'architecte et urbaniste. Si vous pensez investissement, le problème ne se pose plus. Je veux dire, si vous raisonnez en termes d'investissement sur la ville, et que c'est rentable. C'est-à-dire que c'est ça, au fait, l'investissement, ça veut dire qu'on va mettre de l'argent pour après récolter des richesses. Et donc, si on travaille avec cette optique, je pense que les choses pourront se faire sans aucun les propositions. Allez-y, et puis une petite pause. J'ai oublié de remercier l'Association nationale des architectes, à sa tête, monsieur Bouzidi, qui est son président. Il y a, en fait, c'est toujours l'obsession. L'obsession, c'est d'aller comment améliorer l'image de nos villes et de nos villages. C'est sûrement pas en construisant du copier-coller au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, mais en ouvrant aujourd'hui comme vient de le dire Akili, les concours d'architecture au concours d'idées. Les jeunes architectes talentueux, et on en a, puissent participer, puissent accéder à cette commande publique, en réservant par exemple un pourcentage de projets avec tous les milliers de logements qu'on est en train de construire. On peut réserver 200, 300, 400 logements répartis sur le territoire pour des jeunes architectes. On peut parfaitement le faire. L'important également, c'est la formation. Je reviens dessus. Je suis obsédé par ça. Par la formation. On dit gouverner, c'est prévoir. Moi, je dis former, c'est prévoir. Voilà. Si on forme, on prévoit. Aujourd'hui, les étudiants en médecine. Pendant combien d'années c'est le contenu, pardonnez-moi, c'est le contenu de la formation. Aujourd'hui, les étudiants en médecine sont formés par des médecins qui sont chirurgiens spécialistes dans les hôpitaux, en train de travailler. Les architectes aujourd'hui sont formés par des professeurs qui leur apprennent, si nécessaire, l'histoire de l'architecture, l'histoire de l'art, toutes les matières. Mais qui ne leur servira. Mais dans l'atelier, en fait, il n'y a pas d'architectes praticiens qui sont des patrons d'atelier. Et donc on coupe finalement le jeune architecte en devenir du terrain.
il n'est pas formé. Il n'est pas formé à la réalité architecturale de son terrain. Exactement. Du terrain où mais pourtant il vit en Algérie, cet architecte. J'aime bien cette comparaison. Lorsqu'un étudiant en médecine passe dans tous les hôpitaux pour voir tout ça, l'étudiant en architecture a guère que quelques semaines de stage. Là, il y a un problème. Il y a un vrai problème sur lequel intervenir pour permettre aux étudiants en architecture de pouvoir toucher le terrain. De quelle manière? Il y a des conseils, on a fait partie à un moment du CPNE, avec les, je crois, on fait partie. On a fait des propositions et on souhaite qu'elles soient prises en compte, parce que je voulais revenir sur un point qui est très important. Aujourd'hui, l'architecte en Algérie ne peut pas se plaindre des honoraires. Ces honoraires sont garantis par une loi. Le barème d'honoraires, il est confortable. Donc, on ne peut pas ne pas bien travailler. Et on doit le faire. Et voilà. Le barème existe quand il est respecté. Il faut qu'il le soit. Non, mais sur cette histoire de formation, effectivement, je fais partie aussi du CPNE, du Conseil national pédagogique, et on a fait pas mal de propositions, notamment sur les formations. Mais est-ce que c'est réellement vous pointez ce problème-là? Non, je veux dire, si on est arrivé à cet état, est-ce que c'est un problème de formation? Il faut améliorer la qualité de la formation, mais c'est pas que ça. C'est clair qu'il y a d'autres facteurs, mais c'est vrai que si on parle maintenant de formation, moi je pense qu'il y a, en rejoignant ce que disait Lounas, il y a une possibilité offrir des opportunités de mentorat, par exemple, pour les jeunes étudiants, mais qui soient accompagnés à partir de la première année. Je dirais un mentor professionnel à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il va lui apporter? Il va lui apporter énormément de choses. Ça, il va en conseil et puis en maturité. Et les jeunes, ils peuvent être en contact régulier avec des professionnels pour voir un peu la réalité. Ça veut dire, vous pensez que les 5 ans de leur cursus, ils les éloignent de la réalité architecturale où ils vivent? Non, c'est-à-dire qu'il y a une partie théorique qui est indispensable. Il faut un enseignant à l'école d'architecture, il faut qu'il se réserve à temps plein, en tout cas à la formation de ces jeunes, mais il y a la partie du terrain qui est aussi importante, qui doit fonctionner en parallèle. Moi, j'avais même proposé le fait que les architectes peuvent, les jeunes étudiants en architecture peuvent se mobiliser au niveau de leur quartier et avoir un projet personnel à partir de la première année. Déjà, oui. C'est-à-dire que c'est une formation théorique et pratique aussi à la fois. Ça peut tout de suite lui donner plus de maturité et la qualité de la formation peut devenir intéressante. Allez-y, vous intervenez, juste une petite pause là-dedans. Et ça, c'est un rêve, j'espère qu'il deviendra un jour réalité. C'est comment faire pour sensibiliser le citoyen à l'architecture, pour passer en fait d'une espèce d'acte administratif, quelqu'un qui a besoin de construire, et j'ai l'impression que même nos décideurs fonctionnent comme ça. On a besoin d'un hôpital, mais c'est en fait de se rendre compte, de prendre conscience que quelque chose qui est raté au stade de l'étude, on se le traîne pendant des années, on va la subir. Voilà, exactement. 10h33 minutes, on parle d'architecture ce matin. En tout cas, vous allez nous donner les solutions si vous les avez. À la fin de cette journée d'études, vous avez dû sûrement les rédiger. Nous, on voudrait bien savoir, donc, pour une architecture adaptée et comment peut-être réparer ce qui est déjà fait. C'est tout de suite. Et vos appels, si vous avez envie de participer, n'hésitez pas au 021 48 15 15. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Éducation, santé, justice, des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réuni à la même enseigne. À votre service, c'est tout simplement notre métier. On s'intéresse ce matin dans votre magazine à votre service à l'architecture et à cette journée d'études qui a eu lieu il y a quelques jours avec nos deux invités qui sont en direct, Monsieur Akli Amrouche, architecte, urbaniste et auteur de la revue Vie des villes, et Monsieur Lounis Messoudi, architecte qui a eu le dernier prix national d'architecture reçu en 2012 et celui aussi dans un pays arabe, j'ai oublié la date
2022. Alors messieurs, on avait fait un petit constat, un état des lieux, mais alors nature et architecture pour le vivre ensemble, c'est faisable, monsieur Akli Amrouche, pour avancer et dire qu'il y a des propositions qui pourraient être faites, pas très coûteuses? Moi je pense qu'il y a un urbanisme à inventer, un urbanisme à l'algérienne ou un urbanisme algérien. Avec un cachet algérien. Pourra être réinventé quelque part, parce que il y a des choses qui nous ont dépassés, mais je pense que ça reste un laboratoire super intéressant pour de l'innovation. Oui, le laboratoire, ça fait déjà quelques années. Est-ce qu'on a un laboratoire modèle théorique? C'est pas théorique, disons qu'on y réfléchit. On y réfléchit depuis un certain nombre d'années avec des jeunes architectes aussi. Et on a quand même monté des projets très concrets qu'on a soumis à la wilaya d'Alger. Il y a eu un retour. Il y a eu un retour à un certain moment très positif. Et l'idée, c'était de lancer des projets pilotes. Oui. Donc, vous prenez un quartier quelconque. Un quartier quelconque. Oui, échappée balnéaire. L'idée, c'était de prendre un quartier, dans l'état d'inachèvement, informel et tout ce que vous voulez. Comme il y en a beaucoup. Et concentrer, de la matière grise autour de ce quartier, donc faire travailler une équipe de jeunes. Ça peut être des jeunes encadrés par des mentors, des plus expérimentés, des donc architectes. Ça peut être un architecte, paysagiste, paysagiste, sociologue, même des techniciens en VRD aussi, les réseaux, etc. Et essayer de faire monter des projets, c'est-à-dire que imaginer des projets avec les gens, les habitants de ces quartiers, et imaginer des dispositifs de concertation, pourquoi pas de coproduction des espaces publics, et permettre peut-être à ces groupes de professionnels, ou ça peut être des jeunes professionnels, de s'installer dans le quartier, de vivre avec, et de faire monter une économie quelque part. Trouver juste un prétexte. Moi, je sais qu'on avait pris un quartier, et le prétexte c'était comme c'était sur la mer, donc c'était un quartier en bord de mer. Déjà la disposition des fenêtres. Voilà. Et puis le prétexte c'était d'en faire un village touristique au centre de la baie d'Alger. Et l'idée a vraiment séduit, parce qu'il fallait transformer le quartier. C'était un prétexte qu'il fallait présenter aux habitants, essayer de les convaincre de marcher avec, parce que leurs biens seraient valorisés, leur cadre de vie serait amélioré de beaucoup, et puis imaginez que ça devienne un lieu touristique où les touristes viennent de partout. Donc ça peut être des prétextes comme ça, et chaque quartier a une spécificité qui peut. On a travaillé par exemple sur le Harrach, sur les berges du Oued Harrach. Il y a le quartier des Trois Caves aussi. Qui est un quartier, disons, difficile, en tout cas en matière de pollution visuelle. Quand on passe sur l'autoroute, on voit le quartier et vraiment ça fait mal aux yeux. Et donc là aussi, il y a moyen d'avoir une réflexion très poussée, peut-être sur place, et ça fera naître une économie. C'est-à-dire qu'il y a, c'est vrai, les aspects urbains, des espaces publics, des réseaux, etc. Mais il y a l'aspect de l'architecture, donc tout ce qui est visible de l'extérieur. Mais ça va être doublement intéressant, puisqu'il y aura une économie qui va naître. Les gens voudront peut-être aménager leur intérieur, et voilà. Donc c'est de fil en aiguille. Est-ce qu'on y arriverait, monsieur? Ça, c'est une dynamique à lancer. C'est une dynamique à lancer, et je pense que c'est possible en mobilisant de la matière grise. C'est très important. Il faut pas faire des économies par rapport à cette matière grise. Il faut faire confiance aux professionnels et leur poser les bonnes questions. Ou si on ne sait pas poser les bonnes questions, demander justement par le biais de concours d'idées, de justement poser les bonnes questions et rédiger, pourquoi pas, les cahiers des charges. Monsieur Lounès, on sait qu'un architecte, c'est un concepteur, compositeur, je dirais un chef d'orchestre de toute construction, d'un espace, d'un aménagement, intervenant sur toutes les étapes de la vie d'un ouvrage. Mais à quel moment, à votre avis, il faudrait réfléchir à cette question d'harmonisation et d'uniformité? C'est... si je puis dire, tout le temps. Tout le temps, mais le plus important, c'est bien entendu au début des études. Et je voudrais juste rajouter qu'on parle souvent d'architecte. On devrait parler, pour être plus précis, d'équipe de maîtrise d'œuvre. Cette équipe de maîtrise d'œuvre, c'est pas l'architecte seul, ce sont des ingénieurs, des ingénieurs spécialisés. On en a besoin
pour éviter justement de dessiner quelque chose qui pourrait contenir une erreur, et on s'en aperçoit pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'architecte est un peu le chef d'orchestre, mais il n'est pas obligé de savoir jouer de tous les instruments. C'est ça. Maintenant, quand on parle de réparation, de réparation, c'est très bien. C'est-à-dire que si on veut réparer, c'est qu'on s'est rendu compte que quelque chose a été mal fait, mal réalisé, mal construit. Mais si on a pris cette conscience-là, il faut pas recommencer. Par contre, bien sûr, c'est ça le plus important. Ne pas recommencer. Ne pas recommencer, oui. Et essayer d'avancer pour avoir. Allez-y. Je rajoute juste il y a Monsef qui avant la maîtrise d'œuvre concernant l'architecture et le bâtiment et tout ça, il y a aussi une maîtrise d'œuvre sociale et urbaine à mettre en place. Tout à fait, c'est la plus importante. Les enjeux et comment vivent les habitants du quartier. Ça, c'est très important. Mettez vos casques. On a Monsef au 021 48 15 15 à 10h45 minutes. Cet espace vous appartient. Si vous avez envie de poser des questions, on parle d'architecture ce matin. Bonjour Monsef. Bonjour madame. Vous êtes en direct. Monsieur. Bonjour. Quelle est votre question? Bonjour. L'architecture ce matin dans votre magazine. Premièrement, je partage l'avis du monsieur qui a dit tout à l'heure qu'on sait beaucoup de choses et peu de choses en même temps. Oui. C'est vrai dans tous les corps de métier. Maintenant, en ce qui concerne les architectes en général, et sans jeter l'opprobre sur la qualité du travail, il y a beaucoup de très bons architectes. Je tenais juste à dire, par exemple, dans le cadre des réalisations de nouveaux bâtiments, j'ai eu dans mon expérience professionnelle à voir que souvent les architectes ne prenaient pas en considération les normes pour les ascenseurs. Et souvent, on avait des gaines d'ascenseurs qui n'étaient pas très très réglementaires. Adaptés. Alors vous êtes, c'est quoi votre métier, monsieur Monsef? Moi je suis retraité, madame. D'accord, mais vous avez dit vous avez travaillé dans le domaine de l'habitat. Oui, moi je suis ingénieur en génie mécanique, madame. D'accord, en génie mécanique. J'ai travaillé dans les transports dans les transports horizontaux et verticaux. Voilà, pour vous dire. D'accord. Voilà. Et donc pour vous, les gaines d'ascenseurs, ils sont souvent et parfois même inexistants. Souvent, elles sont pas aux normes en matière de dimension. Oui. Enfin, en matière de dimension et en matière de confortement. Voilà. Ça, c'est une chose. Ça, c'est un point. Deuxième chose, j'ai eu à voir un bâtiment public où il y avait tellement de surdimensionnement et de précautions en matière de poutres et de poteaux que le maître d'ouvrage final voulait un ascenseur et on ne pouvait lui mettre qu'un ascenseur qui transportait une seule personne. Ça parce que c'était un bâtiment. Et pour monter sur une terrasse, en fait, la terrasse ne pouvait pas supporter plus de 10 personnes. D'après ce qu'on nous a dit. Ça, je ne sais pas. C'est pas moi le... Troisième question. Oui. Beaucoup de nos architectes s'inspirent j'allais dire de dessin. Non, c'est pas le dessin. Là. Oui. De styles qui ne sont pas chez nous. Alors que nous avons un style arabo-mauresque qui est très très beau. Et on réalise très peu dans ce style-là. Dans ce style, voilà. D'accord. On va voir la réponse de nos architectes. Merci Monsef pour votre appel. Et je vous dis qu'il y a des architectes qui font un travail exceptionnel. Écoutez, pour ne pas vexer. Non, voilà. je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que nous les invitons. Je sais qu'ils font du bon travail. Merci Monsef. Bonne journée. Bonne retraite. Profitez bien de votre retraite. Il est 10h49 minutes. Qui veut répondre à notre auditeur qui a posé des problèmes, mais alors très concrets. Allez-y, monsieur Lounis Moussaoudi. En fait, c'est le problème technique dont il a parlé. Et vous disiez à l'instant un ingénieur, toute l'équipe qui doit travailler. Tout simplement, lorsqu'on rencontre ce type de problème, c'est parce que l'étude n'est pas faite dans le détail. Avant de lancer les travaux, on doit avoir absolument tous les détails. Ensuite, on a un planning de travaux et on lance les travaux. Mais souvent la réalité est tout autre. Vous pouvez le faire, le schéma, le planning et tout, mais sur le terrain, ça va changer. Pourquoi ça arrive, non, lorsque l'étude est faite et il y a un vrai... Pardon, l'étude ne se fait pas par le concepteur tout seul, c'est un échange. Cette étude-là, il y a un programme. Ensuite, le maître de l'ouvrage, évidemment, il participe à toutes les phases
du projet pour lequel il est informé de manière détaillée. Et il y a des maquettes, il y a il y a tout ce qu'il faut en mode de représentation pour qu'il le valide. Ce sont des étapes. Chaque étape est validée. Lorsqu'on arrive à l'étape finale de la consultation de l'entreprise, on a normalement tout prévu. Donc les ingénieurs ont fait les calculs qu'il faut. Et alors comment on arrive à cette situation? Comment on arrive à ça? Eh ben là il y a un manque d'études. Mais non, c'est un manque d'études. Et il y a une chose dont et c'est très bien. Il m'a donné l'occasion d'en parler. Et c'est absolument essentiel. Et les pouvoirs publics doivent prendre ça en compte. C'est la pauvreté des cahiers des charges. Les cahiers des charges devraient être conçus par des personnes qu'on appelle des programmistes. Ces programmistes, c'est une formation complémentaire que des architectes peuvent faire, ou que des ingénieurs peuvent faire, ou des universitaires. Et là, maintenant, qui fait les cahiers des charges, tous les cahiers des charges? En tout cas, on n'a pas cette formation de programmiste. Comme on n'a pas de formation de paysagiste en Algérie. Ça commence. On a besoin d'avoir des écoles dédiées à ça. On a besoin d'avoir des écoles dédiées au design et à l'architecture d'intérieur. On en a besoin. Sinon, c'est la porte ouverte à l'amateurisme, et donc où je disais, je suis moi-même architecte, mais lorsque on a des limites dans nos compétences, on dit là on sait pas faire, on a besoin d'être aidé par un spécialiste. Et il faut pas dire oui non mais on sait faire, je vais le faire. Donc voilà un petit peu la chose. Et quant au style architectural, oui voilà, Arabo Morez, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce monsieur, ça, comme on ne vit pas en copiant-collant un style, quel qu'il soit. Aujourd'hui, on doit concevoir des bâtiments publics ou privés qui sont adaptés aux usages d'aujourd'hui. Donc, le formalisme gratuit, nous, on lutte contre ce formalisme gratuit-là. La Casbah, elle est belle, elle nous renvoie une image à l'époque. Je vous donne un petit exemple. Quand la Casbah a été donc faite, le rejet des eaux dehors est totalement interdit. Les citernes de récupération des eaux pluviales existaient. Elles existaient même avant à Carthage. Donc il y a énormément de choses qui ont été faites avant pour avoir des villes durables et qu'on a perdu au fil du temps. C'est un peu, c'est pas le copier-coller l'architecture, mais c'est fait une conception. C'est s'adapter aux besoins d'aujourd'hui. Et puis n'oublions pas que s'adapter aux besoins et offrir du confort spatial. C'est-à-dire que c'est si on va dans notre tradition dans les villes un peu vernaculaires qu'on connaît, Casbah, Gardaïa et puis les Ksor, etc. Vous allez remarquer que le confort thermique, par exemple, l'utilisation de matériaux locaux, etc., font que l'espace est agréable, l'espace est hiérarchisé. C'est très important, la gradation, dans la régulation, si vous voulez, des domaines de l'espace public ouvert à l'espace privé qui est la chambre ou la petite chambre pour se reposer. C'est que entre les deux il y a un monde au fait et un monde et des espaces articulés qui a été très 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 bien étudié. Et je pense que la réussite d'un projet c'est d'abord ce confort qu'on donne aux habitants. Après bien sûr le style d'architecture, le style arabo-mauresque ou néo-mauresque et tout ça. Bon ça dépend de la sensibilité de l'architecte, le bon vouloir du client, parce qu'un client aussi peut. Mais après, il faut pas tomber dans le pastiche. Ça, c'est clair. Je suis d'accord avec Lounes. J'aimerais répondre justement sur une question que le monsieur a posée sur les terrasses inaccessibles. Et ça aussi, qui était possible que pour 10 personnes, il a dit. Oui. Alors ça, c'est dommage. Il y a quelques années, les terrasses étaient des lieux de vie. Les terrasses étaient non seulement des lieux de vie, mais aussi des lieux de socialisation. À la Casbah, toutes les terrasses étaient accessibles. On prenait le café en famille. Et on fêtait des événements, etc. Aujourd'hui, on a des millions de mètres carrés en terrasse qui sont pas accessibles parce qu'on économise une volée d'escalier. Et c'est vraiment lamentable. D'accord, c'est pour ça qu'on fait de moins en moins de terrasses. Parce que pour économiser quelques marches. Alors un constat, un projet urbain à la production architecturale, cette journée d'études sur la qualité architecturale, on sait qu'il y a, le constat a été fait, les choses devraient changer. Alors en 3 points, Monsieur Lounes Messoudi, l'urgent, qu'est-ce qui est selon vous
urgent à faire. Parce que c'est presque la fin de l'émission. Oui, en tout cas, dans ce qu'on a pris comme exemple de ces quartiers qui sont non achevés, on dit des maisons, mais en fait, c'est pas des maisons, ce sont des bâtiments, carrément. La plus petite, elle fait peut-être 500 ou 600 mètres carrés. Du coup, c'est presque même pas un problème de budgétaire, c'est même pas un problème matériel, mais un problème de comment faire en fait arriver à ce que les personnes qui soient propriétaires soient conscientes sur le plan culturel que ça n'est pas simplement l'argent qui résout les problèmes, c'est qu'il faut avoir la bonne idée. C'est pour ça qu'il faut ouvrir aux jeunes. Les jeunes, ils ont peut-être pas de moyens, mais ils ont des idées. Ouais, donc il faut prendre les bonnes idées. C'est là en fait où. Donc pour vous, formation, prendre des bonnes idées des jeunes architectes. Oui. Troisième point. Troisième point, accorder de l'importance, le temps qu'il faut pour ces études-là. C'est-à-dire qu'une étude ratée ça vous donne beaucoup une plus cher. ratée. Exactement. Akhlé Amrouche, la conclusion est à vous, architecte urbaniste. Ouais, on a parlé beaucoup d'habitat, on a parlé un peu d'urbanisme, parce que les problématiques urbaines sont bien sûr au-delà de l'habitat, puisqu'il y a des problèmes de mobilité, il y a des problèmes énormes. Hein. Aujourd'hui, je pense qu'il y a moyen aussi d'utiliser, parce que les villes s'étendent beaucoup, de plus en plus, et deviennent de plus en plus difficiles à gérer. Je pense que aussi il y a ces aspects des technologies à utiliser aujourd'hui, technologies actuelles, qui peuvent nous permettre justement d'avoir un monitoring sur l'ensemble des villes pour éviter bien sûr les catastrophes, les risques naturels, etc. Et je pense que les maîtres d'ouvrage, je pense qu'ils en sont conscients, c'est qu'ils ont énormément de problèmes à gérer en simultané, et pour ça il faut vraiment mettre les bouchées doubles, en tout cas sur la partie intelligence, intelligence non pas humaine seulement, mais peut-être artificielle aussi, pour pouvoir justement avoir un maximum de statistiques sur la ville, pour pouvoir faire des projections et pour pouvoir offrir aux citoyens les services publics adéquats. Et sans parler de cette architecture durable qui doit... Et l'architecture durable avec les matériaux, etc. On n'en a pas parlé, on peut pas tout... Non, et en plus on n'a pas le temps. Rapidement, monsieur... L'important c'est de tout faire pour localiser ces savoirs. Le Covid nous a bien montré qu'on chaque pays vivait en vase clos. Donc c'est de localiser tous ces savoirs de tous les types d'études. On a compris que c'est absolument essentiel. Et important. En tout cas, c'est toujours intéressant de parler d'architecture. Hein. Vous reviendrez, messieurs, j'espère. Bah oui. Voilà, plaisir. On essaiera d'avancer au moins et que vos projets soient à l'écoute. Plaidoirie pour une architecture vivante, c'est très important. Oui, je peux faire de la réclame. Oui, comme un événement qu'on organise le 26 juin prochain sur justement les histoires de Smart City. Oui. C'est où ça se passera? Ça se passe à l'Eshra à Nbenian. Oui. Et c'est toute une journée avec des thématiques d'actualité. Okay. On va parler d'intelligence artificielle, on va parler de vie virtuelle, de métaverse. On va parler de pas mal de choses, de blockchain, de NFT, mais aussi des BIM. Tout à l'heure, Lounès parlait du travail collaboratif. On parle de plus en plus du permis digitalisé. Donc les demandes de permis, il y a 4 wilayas pilotes qui travaillent un peu sur ce domaine de la digitalisation de tout le pays. Et on va aborder ces thématiques. D'accord. Donc c'est le 26. C'est le 26 juin. Et cette journée aussi est faite justement pour donner des solutions de gestion et de maîtrise un peu urbaine et aussi architecturale. En tout cas, j'espère que nous aurons au moins cette harmonie dans l'architecture. On aura de très grands experts qui vont venir un peu de Pour partout. obtenir cette harmonie, il faut presque faire comme l'émission sur le NTV qui s'appelle Ershad El-Filahi. Oui. À un moment donné, il faut faire Ershad pour l'Aimrani, exactement. Merci à vous, messieurs. Il est tout juste 10h59. On se retrouvera dimanche pour un autre point. D'ici là, prenez soin de vous, Yemnash. Merci. J'annonce le flash.